Bonjour, depuis 15 jours, on ne parle que de ça, de fiscalité. La fiscalité avec la fin de l'impôt de solidarité sur la fortune remplacé par l'impôt sur la fortune immobilière. Alors vous l'avez vu médiatiquement, ça fait cadeau aux riches. Alors on envisage du coup de taxer quelques malheureux yachts, histoire de faire bonne figure. Depuis 15 jours, on ne parle aussi que de la fin des taux historiques sur la CSG, sur l'épargne salariale et le plan d'épargne en action. Le gouvernement l'avait proposé aux journalistes. Finalement, il n'a pas osé le faire auprès des députés, leur laissant la main lors du débat. Depuis 15 jours, on ne parle aussi que de la flat tax et du superbe raté consistant à faire payer plus les petits que les gros en cas de retrait avant 4 ans. Heureusement, la commission des finances veille au grain et du coup, la flat tax ne devrait pas seulement toucher les nouveaux contrats souscrits par des souscripteurs ayant déjà mis plus de 150 000 € en assurance vie. Bref, vous l'avez compris, depuis 15 jours, l'écume des jours médiatiques est essentiellement fiscale et l'on ne parle plus de marché. Eh bien aujourd'hui, ce soir, nous avons décidé d'être contrariants en consacrant cette demi-heure au marché financier avec ce question de patrimoine intitulé « Gestion flexible, les bons choix pour fin 2017 et après ». Notre invité aujourd'hui, Stanislas de Baillancourt, gérant chez Sycomore Asset Management. Bonjour. Bonjour. Vous connaissez la règle du jeu. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h30 pour répondre à nos questions. Quand je dis nos questions, c'est-à-dire les miennes, mais aussi celles des internautes relayées par Georges Delataille. Stanislas de Baillancourt, Georges Delataille, je me dis que si Jean-Pierre était là, ça aurait chauffé sur les particules. Bonjour Jean-François. Je pense que Jean-Pierre déteint sur vous parce qu'il a, comme vous, une grande jalousie des particules et des intros assez longues. En tout cas, la règle du jeu, règle de chat, toujours aussi simple. Toutes les questions que vous voulez dans la zone sous la vidéo. On a déjà reçu une bonne vingtaine de questions, diverses et variées, donc on aura l'occasion d'essayer de répondre à la grande majorité pendant ce direct. Au menu, donc, les dessous de la gestion flexible, l'étiquette plaît, mais quelle réalité derrière les mots? Vous nous donnerez votre avis. On parlera aussi de votre analyse macroéconomique, sans oublier vos choix en termes de valeur. Voilà, bienvenue à vous tous. C'est parti, jingle. Question de patrimoine, gestion flexible, les bons choix pour fin 2017 et après avec vous Stanislas de Baillancourt de Sycomore Asset Management. Alors, gestion flexible, c'est une jolie étiquette. J'aimerais essayer de voir ce qu'il y a un peu là-dessous parce que si je prends un exemple chez vous, par exemple, chez Sycomore Asset Management, il y a 3 grandes gammes, dont une qui est consacrée à la gestion flexible. Et puis dans cette gamme, je vois plusieurs produits. Alors dites-moi, pourquoi avoir plusieurs produits si le rôle d'un gérant flexible, c'est d'être au bon endroit au bon moment ? Parce que déjà, il y a différents niveaux de risque. Il y a certains clients qui sont plus prudents, qui veulent des produits avec moins de volatilité. Et il y a d'autres clients qui souhaitent des produits plus agressifs, plus dynamiques, avec des niveaux de risque supérieurs. Donc c'est le cas chez nous. On a par exemple Sycomore Partners qui a plutôt vocation à être assez investi, qui est PEable d'ailleurs, et Patrimoine, Sycomore Allocation Patrimoine, qui lui est plus prudent, qui a un DCI 3, une volatilité de l'ordre de 4, et qui lui a pour but de vraiment traverser les différents cycles de marché. Et en même temps, ces deux fonds ont des constructions complètement différentes, puisque Patrimoine est un fonds qui peut investir sur toutes les classes d'actifs, et c'est le seul fonds de ce type chez Sycomore. Alors on va beaucoup parler de patrimoine ce soir, puisque c'est le fonds que vous gérez, que vous avez créé d'ailleurs lorsque vous êtes arrivé chez Sycomore il y a de cela 8 ans. Je voudrais quand même qu'on essaie de rentrer un peu derrière dans la boutique des fonds flexibles. Il y a des fonds flexibles où j'entends beaucoup parler d'allocation d'actifs. Si on regarde par exemple Partner, là on parle beaucoup plus de titres. Comment se décompose un peu le marché? Qu'est-ce qui se cache derrière ces gestions flexibles? Alors je dirais qu'il y a différents types de gestion flexible. Il y a celles qui sont uniquement drivées par les taux d'exposition. Et dans le fonds Sycomore Allocation Patrimoine, en fait, on a une approche qui est diverse. On a d'abord la sélection de titres actions principalement en Europe avec nos meilleures convictions. Donc ça veut dire que vous n'achetez pas que des fonds. Certains nous disent c'est de la multigestion quand on fait de la gestion flexible. Vous investissez sur des titres. Certains fonds d'allocation active peuvent être construits comme ça. Ce n'est pas le cas dans Allocation Patrimoine qui a d'abord sur la partie action des titres d'entreprises européennes. Ensuite, il y a des titres obligataires d'entreprises principalement européennes aussi aujourd'hui pour apporter du portage et du rendement. Et enfin, ce n'est pas uniquement un fonds basé sur le stock ou le bond picking européen, mais on essaie d'avoir une approche globale de diversification
avec des vues beaucoup plus macro qui nous amènent à avoir par exemple des actions émergentes ou japonaises ou du high yield américain dans le portefeuille. D'accord, donc c'est véritablement la rencontre du top-down et du bottom-up. C'est la rencontre de notre capacité à trouver des opportunités dans les entreprises chez Sycomore, d'une part, et d'autre part aussi de notre lecture des marchés, beaucoup plus macro, plus top-down, mais qui nous aide à gérer les niveaux de taux d'exposition, à avoir des expositions hors d'Europe et donc avoir un produit qui soit vraiment global et qui puisse traverser les différentes phases de marché. Lorsque je regarde le marché des fonds flexibles, je vois plein d'approches différentes en termes d'objectifs de gestion. Il y a des gens qui nous proposent des indices de référence composites avec une partie obligataire et une partie action. Vous, votre indice de référence, c'est Eonia Plus. Pourquoi? Alors, il y a 8 ans, on s'est posé une première question. Que choisir comme un peu indicateur de performance pour que les clients aient une idée? Soit on prenait un chiffre en absolu, 4, 5, 6%, mais le risque, c'est la mauvaise compréhension. Finalement, les clients pensent que chaque année, le fonds va faire plus que 4, 5 ou 6. Voilà, on se dit que c'est comme le fonds en euros de son contrat d'assurance vie, c'est quasiment du garanti. Exactement. Donc, on avait pris à l'époque, il y a 8 ans, un indice mixte avec des actions internationales, de l'obligataire investment grade et du monétaire avec l'Eonia. Et on a changé cet indice il y a 2 ans parce que 2 des 3 composantes étaient pour nous devenues quasiment dangereuses et mortes quasiment mortes en termes de performance, puisque le monétaire était en rendement négatif et l'obligataire investment grade avait un rendement de l'ordre de 0,5 pour l'indice qu'on avait choisi, avec des durations assez longues. Donc on avait quasiment les 2 tiers du portefeuille qui pour nous étaient sur des actifs dangereux. Donc évidemment, on s'en écartait énormément dans notre gestion, mais on commençait à avoir un indice de comparaison qui était... Bon, à la rigueur, vous pouviez vous dire, je reste sur l'indice, de toute manière, c'est ce que j'ai vendu, je respecte les normes. Oui, mais du coup, nous, on ne voulait pas du tout gérer sur l'indice, ce qui n'est pas la philosophie Sycomore, et inversement, on trouvait que l'indice n'étant plus pertinent, il amenait le client vers de mauvaises réflexions. Et du coup, au fur et à mesure des échanges qu'on a pu avoir avec tous nos partenaires, on a vu que ce qui comptait pour eux, c'est de dégager un rendement en absolu par rapport un petit peu aux taux de base qui peuvent exister sur le marché. Donc on a pris l'Eonia, évidemment le Florent à 0, parce que le négatif n'a pas de sens, et on a rajouté 200 points de base pour rémunérer au moins l'inflation. Aujourd'hui, c'est plus que l'inflation, et avoir ça comme objectif de performance à travers les cycles. Parce que par exemple, en 2007, l'Eonia était à 4%, aujourd'hui il est beaucoup plus faible. Mais le but est que justement l'indice puisse évoluer en fonction des différentes conditions de marché. Autrement dit, c'est avoir une référence absolue et positive sans donner un chiffre précis pour ne pas faire croire à une garantie. Exactement, parce que le chiffre précis, typiquement un chiffre de 5 ou 6% dans des marchés actuels avec des taux négatifs, c'est très élevé. Il faudrait quasiment avoir un portefeuille uniquement composé d'actions pour y arriver, ce qui ne peut pas être le cas dans un fonds prudent avec un DC3. Donc l'idée, c'est d'avoir une référence qui évolue dans le temps avec les conditions de marché et qui indique bien ce qu'on cherche à faire, c'est-à-dire dégager une plus-value par rapport à ça. L'autre jour, on a fait une émission spéciale à l'occasion de la semaine de l'investissement socialement responsable. Est-ce que c'est quelque chose, historiquement, c'est quelque chose que vous avez regardé chez Sycomore? Alors, c'est quelque chose qui est très important pour nous chez Sycomore, puisque je pense qu'on est l'un des premiers investisseurs de ce qu'on appelle l'investissement responsable de conviction. C'est-à-dire qu'on n'a pas transformé des fonds déjà existants, des fonds actions, en leur rajoutant un mot durable ou responsable dedans. On a créé de nouveaux produits et on a intégré à l'ensemble de notre analyse des entreprises des critères extra-financiers avec toute une équipe qui est arrivée à partir de 2010 et qui n'a fait que grandir depuis. Donc on a énormément investi de ce côté-là, avec des fonds qui ont eu de très bonnes performances, des labellisations. Il y a des fonds actions depuis 2011, depuis 2012 un fonds obligataire que je gère avec Emmanuel de Cinetti qui s'appelle Sycomore Sélection Crédit, qui sont labellisés aujourd'hui et qui ont réalisé de très bonnes performances. Et donc tout ça a fortement influencé évidemment ces produits-là, mais l'ensemble de notre gestion et de notre approche de la gestion chez Sycomore, avec plus récemment le lancement de produits thématiques, par exemple Sycomore Happy at Work, qui investit sur les entreprises dont les salariés sont heureux au travail. Donc ça veut dire que pour rentrer une boîte dans votre portefeuille, vous regardez si elle a des bons critères financiers et des On regarde les critères extra-financiers. Dans les fonds labellisés, ces critères ont une importance prépondérante, mais dans tous les fonds, ces critères sont pris aussi bien la qualité de la gouvernance, la gestion des problématiques environnementales. Allez, Georges, je vois justement que le sujet de l'ISR fait réagir. Oui, on nous dit simplement ISR, est-ce que vous faites de la perf avec? Je C'est pense toujours que la oui. question, est-ce que ça rapporte? Alors oui, ça rapporte. Enfin, nous, on a toujours parti du principe que la performance était un prérequis. C'est-à-dire qu'il fallait que les fonds, il était hors de question de dire parce que si c'est ISR, on accepte que la perf soit moins bonne. On a dit le contraire, on a dit on va utiliser ces critères extra-financiers, la manière dont on analyse, pour rajouter davantage de performance, éventuellement, même mieux connaître les entreprises et du coup éventuellement avoir un petit peu moins de risques et moins de volatilité dans ses portefeuilles. Donc ce qu'on a vu dans notre gamme de produits ISR labellisés, c'est qu'elle a réalisé de très bonnes performances et que globalement, elle a plutôt eu des volatilités et des risques inférieurs à celles de ses concurrents. Donc un contrat pleinement rempli.
et un très grand succès, aussi bien auprès des clients institutionnels qui ont été les premiers souscripteurs, mais maintenant, depuis 2 ou 3 ans, ça arrive également et c'est demandé aussi bien par les banques privées que nos partenaires CGP. Ok, vous avez monté ce fonds, Sycomore Allocation Patrimoine, fin 2009. Si on regarde un peu en arrière les résultats avec cette approche qui fait à la fois de la sélection de valeur, à la fois de la macro et à la fois de l'ISR, ça donne quoi? Alors on a une performance qui est de l'ordre de 5,5, un peu plus de 5,5% en annualisé sur les 8 dernières années, qui a été relativement régulière, puisqu'on a gardé tout le temps, dans toute période, même sur les années 2011, etc., une volatilité inférieure à 5%. Donc on a gardé notre DC3. Pour nous, le but, c'est de continuer dans cet objectif de performance, dans des conditions de marché qui ont évidemment évolué, puisqu'aujourd'hui, on a des bases de taux qui sont plus faibles. Alors justement, dans la période, les 7 années, on est dans un environnement où les marchés actions se comportent plutôt bien et on est surtout dans un environnement de forte baisse des taux d'intérêt, ce qui permet de dégager de la performance. Question provoque pour terminer cette première partie sur les dessous de la gestion flexible. Est-ce que la gestion flexible a encore du sens dans des marchés où il n'y a plus de volatilité? Alors, ce n'est pas parce qu'il n'y a plus de volatilité depuis un an, ce qui est entièrement vrai. Depuis le Brexit, globalement, on a des marchés qui progressent sur la partie action très régulièrement avec très peu de volatilité. Historiquement, je crois d'ailleurs qu'on vient de réaliser une des périodes les plus longues avec la volatilité la plus faible. Ce n'est pas parce qu'on n'a plus de volatilité depuis 6 mois qu'on n'en aura pas dans les 6 prochains mois. Ça n'a aucun caractère prédictif pour la suite. Et on n'a jamais vu la volatilité se retirer de manière longue des marchés financiers. Et par ailleurs, depuis un an, les fonds tels que le nôtre ont réussi à dégager de très bonnes performances. Donc les clients ont continué à travailler et à investir avec nous et continuent à utiliser ce type de stratégie. Et au contraire, ce qu'on pense, c'est que dans les mois, les trimestres et les années à venir, on retrouvera des pertes de marché volatiles parce qu'il y a des modifications de politique monétaire, parce qu'on arrive aujourd'hui aussi sur des niveaux de valorisation plus élevés sur les marchés, et que c'est justement à ce moment-là que ce type de gestion a déjà tout son sens et continuera à avoir tout son sens, et surtout à côté du fonds en euros, qui parallèlement à ça va avoir son rendement qui converge plutôt avec les taux des obligations d'État. Et du coup, pour avoir un surcroît de performance, il faudra venir sur ce type d'actif qui prend du risque, mais arrive dans les différentes phases de marché quand même à générer de la performance. Une dernière petite question pour cette première partie. Oui, Georges. pour bien comprendre, qu'est-ce qu'il y a dans vos fonds? On nous dit finalement, est-ce qu'il n'y a que des actions et des obligations? Est-ce que c'est des actions du monde entier ou de certaines zones géographiques? Alors, il y a des actions européennes. Aujourd'hui, c'est à peu près 20% du portefeuille. Après, il y a des actions, on y reviendra par la suite, mais d'autres zones. Il y a eu beaucoup d'actions américaines, notamment en 2012, 2013, 2014. C'est moins le cas aujourd'hui. Après le très bon chemin, on les a allégés. On a des actions japonaises. Là, pour le coup, on peut investir soit au travers de futurs, soit au travers d'ETF sur ces zones-là, où on a moins d'expertise de stock picking. Aux États-Unis, il y avait un mix entre des titres en direct, on a eu de l'Apple. Ok, donc en fait, vous pouvez faire des titres en direct ou vous pouvez faire de la gestion collective ou des futurs selon... On a des titres en direct qui est une composante prépondérante du fonds, et après, que ce soit actions ou obligations, et après, on peut avoir des futurs, des options, des ETF ou des fonds. Parfait, tout de suite, la suite. Question de patrimoine, gestion flexible, les bons choix pour fin 2017 et après avec Stanislas de Baillancourt de Sycomore Asset Management. On va maintenant rentrer dans la macro, voir comment est bâti le portefeuille et où il en est aujourd'hui. Et j'ai envie de commencer avec un graphique qui m'a énormément surpris lorsque je l'ai regardé dans votre reporting du mois de septembre. Le poids des actions est limité aujourd'hui à 25%. C'est un niveau, quand on regarde depuis le 2010, qui est excessivement bas. Et je crois, Georges, que ça fait réagir certains de nos conseillers qui nous écoutent. On nous dit même que vous êêtes très peu exposé en action, alors vous semblez confiant. Petit joueur, pour l'interrogation. Alors déjà, pas joueur du tout. Investisseur, c'est pas tout à fait pareil. On ne fait pas de paris parce que c'est quand même, ce sont nos actifs, les actifs de nos clients. Donc on a quand même un devoir de diligence sur tout ce qu'on fait. Pourquoi on est si faible? Pour 2 raisons. C'est que la question, il y a une partie qui est juste, c'est qu'on est globalement positif sur la partie du sentiment économique, des conditions économiques dans lesquelles on est aujourd'hui, en particulier en zone euro, qui sont en amélioration. Et le deuxième point, c'est l'amélioration de la santé des entreprises et la relativement bonne profitabilité. Mais pourquoi, si vous êtes confiant, vous avez pas une fois qu'on a dit ça, le problème, ce sont les niveaux de valorisation et les opportunités qu'on trouve en termes d'idées d'entreprises dans lesquelles investir. Et ça, il y en a moins aujourd'hui. Les marchés ont quand même beaucoup progressé depuis le début de l'année.
en particulier les small et mid cap. Donc on trouve quand même un petit peu moins d'idées. Et comme parallèlement à ça, on a quand même très peu de volatilité, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a eu très peu de forts points de repli ou de mouvements de repli du marché qui permettent d'être opportuniste et de se réexposer dans ces périodes. En pratique, quand on est en stock picking, vous vous donnez des objectifs de prix en vous disant si on arrive à ce niveau-là, on coupe la position. Alors, c'est ce qu'on fait quand on la rentre, mais au fur et à mesure du temps, l'objectif de cours peut monter. C'est pour ça qu'il y a des valeurs, on les achète quand elles valent 20 € avec un objectif de peut-être 30. Quand elles arrivent à 26, 27, les résultats étant bons, l'objectif monte à 35 et on peut les garder dans le temps assez longtemps. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on était quand même descendu à 20% d'exposition aux actions durant l'été et on est remonté à 26% environ au début du mois de septembre. Malgré cette exposition qui est plus faible que notre moyenne, qui est plutôt dans les 30%, on réussit à générer une bonne performance depuis le début de l'année et on le fait avec un risque qui reste tout à fait mesuré, ce qui est également important pour nos clients. Les marges de manœuvre qui sont les vôtres sur le fond, c'est quoi sur les actions? Alors on peut évoluer entre 0 et au jour d'aujourd'hui entre 0 et 60% sur l'exposition aux actions. Historiquement, on a plutôt évolué entre 15 et 45%. D'accord, donc la logique, c'est quand même de rester prudent. Exactement. C'est un fonds qui est prudent, qui a une agilité forte, donc sa capacité à bouger, notamment sur les titres sur lesquels il est investi. On réalise un nombre parfois important de mouvements. En revanche, on ne peut pas être exposé à 80% aux actions, ce qui ne collerait pas avec sa philosophie. Des fois, vous utilisez les futurs pour couvrir le portefeuille en me disant ces boîtes-là, on y croit, on n'a pas envie de les sortir. Tout à fait. En fait, ça, c'est le mix entre les idées qu'on trouve, notre travail de gestion auprès des entreprises, donc le bottom-up. Et quelquefois, donc, on a un portefeuille qui est assez investi. Et en même temps, la vue un peu plus macro nous amène à être un petit peu plus prudent, où on dit, il faudrait couvrir un petit peu. Donc, on conserve les entreprises, mais soit au travers d'options ou de futurs, on vient réduire un petit peu l'exposition nette aux actions. Allez, d'un point de vue macro, je voudrais qu'on aborde un certain nombre de sujets. On va parler politique monétaire. On voit un papier de la Tribune qui nous annonçait que la BCE pourrait freiner ses achats de dette. Vous êtes aujourd'hui dans le consensus là-dessus sur le sujet de la BCE? Oui. La BCE, ce qui se passe, c'est que Mario Draghi a réalisé un travail exceptionnel depuis son arrivée fin 2011. Il termine dans quelques trimestres son activité à la tête de la BCE. Il est hors de question pour lui de rater sa sortie. Donc je pense qu'il sera extrêmement pragmatique. Évidemment, le chemin, c'est de réduire progressivement les achats. Donc ils vont commencer à réfléchir. Mais le plus important, c'est la manière dont il va le communiquer au marché et la manière dont le marché va réagir. Nous, on pense qu'il ira plutôt plus doucement que ce que peut anticiper le marché et qu'il préférera à la limite être un petit peu en retard, mais au moins laisser bien aller la croissance qui est repartie et la confiance dans l'économie. Et donc progressivement, en effet, les achats vont ralentir, puis petit à petit, les taux courts se normaliseront, c'est-à-dire seront remontés. Mais tout ça est un processus qui sera assez long. Ça se compte en mois ou en années? Ça se compte en années. Ok. Si on traverse l'Atlantique, vous nous dites Mario Draghi va partir, il ne peut faire qu'un seul mandat. Il y a un grand débat aux États-Unis, puisqu'on considérait comme acquis que Janet Yellen ne serait pas renouvelée. Et puis il y a Stanley Fischer qui part et qui nous dit moi, si j'ai un conseil à donner à Trump, c'est de la garder. Qu'est-ce qui va se passer aux États-Unis? Comme souvent avec Trump, on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Et comme il avait dit pendant la campagne qu'il allait se séparer, dégager, quoi. Oui, voilà. Qu'il n'en voulait plus, quoi. Dès qu'il pourrait, il est probable qu'elle reste. Puisqu'il avait également dit qu'il n'interviendrait pas à l'étranger, il est quand même intervenu un petit peu partout dans le monde, là où il pouvait. Il avait également annoncé un certain nombre de réformes assez ambitieuses, la fin de l'Obamacare, il ne l'a pas fait non plus. Donc, je serai assez prudent là-dessus. En effet, globalement, je pense qu'elle a très bien vécu à l'époque et a surtout appris des erreurs de Ben Bernanke au début des annonces, notamment au printemps 2013, le Taper Tantrum. Et donc, elle est très prudente, elle communique assez bien avec les marchés. Finalement, ils ont, ça y est, amorcé le mouvement, évidemment, de hausse des taux courts, de réduction très progressive du bilan de la Fed. Du coup, maintenant que c'est amorcé, pourquoi changer, pourquoi se séparer d'elle? Je pense qu'elle pourrait tout à fait continuer. En tout cas, elle a plutôt fait du... Ça pourrait donc être la surprise de 2018. Bonne surprise à attendre également d'un point de vue économique. La croissance est clairement repartie au niveau mondial? Alors, la croissance, elle a toujours été là aux alentours de 3%, mais pour la première fois en 2017, elle est plutôt en accélération. Et pour la première fois, le FMI l'a revu à la hausse au fur et à mesure des mois de cette année. Et notamment grâce à la zone euro. Donc ça, c'est quelque chose qui est positif pour nous tous aujourd'hui. Donc là, il n'y a pas de surprise énorme. C'est-à-dire que c'est pas,
On n'est pas loin au-dessus du consensus, mais il y a une amélioration progressive. Est-ce qu'on va enfin avoir une surperformance des actions européennes par rapport aux actions américaines? Ça fait des années qu'on nous le vend. Et je regardais tout à l'heure, le Dow Jones est en progression de 16% depuis le début de l'année. Le CAC est encore qu'à 10%. Il y a encore dans les deux cas, je parle en monnaie locale. Quand est-ce que les investisseurs vont enfin revaloriser les actions européennes? Les actions européennes, enfin, si je regarde nos principaux fonds, ils ont évolué entre 13 et 25% depuis le début de l'année. Donc ça fait quand même des performances qui sont, pour les fonds actions, tout à fait satisfaisante. Sur 3 ans, les performances des actions européennes, en tout cas de la zone euro, sont également assez élevées. Alors, il est vrai que le marché américain a pris de l'avance, notamment parce que les résultats des sociétés ont été bien meilleurs si on les prend sur un horizon plus long de 7 à 8 ans. Il reste davantage de potentiel aux actions européennes, notamment parce qu'elles ont des marges aujourd'hui un petit peu plus faibles dans un certain nombre de secteurs. Et donc ça pourrait amener la dernière vague de hausse sur le marché action européen. Alors vous nous avez expliqué que l'Europe était le cœur du portefeuille, que ce soit avec de l'investissement direct en actions ou en obligations, mais que vous vous autorisiez une diversification internationale en fonction des opportunités. Quelles sont les opportunités aujourd'hui? Alors on en voit deux. La première, ce sont les actions japonaises, dont on a toujours eu une pondération assez faible ou tactique au cours des 7 ou 8 dernières années. Et là, pour la première fois, on augmente progressivement notre exposition à cette zone. Sur quel type d'action? On Alors va là, chercher du domestique, on va chercher l'exportateur? Là, on fait de la niche, on veut s'exposer au pays et également un petit peu à la devise aussi, qui finalement, face à l'euro, n'est pas trop chère. Et donc, on cherche à vraiment prendre une exposition à ce marché, indépendamment des questions de valeur. Et à côté de ça, on a également, depuis le début de l'année, une exposition aux actions émergentes qui a bien progressé, à la fois donc en actions, comme je viens de le dire, et en dette, notamment sur certains pays comme l'État brésilien, où on a encore des taux supérieurs à 10%. Et donc pour nous, ça constitue de bonnes sources de performance et de diversification dans le portefeuille. Question concernant le change. Vous le gérez, vous le subissez, on voit plein de fonds flexibles où il y a beaucoup de change. Ouais. Quelle est votre position Alors par nous, rapport ça a à toujours ça? été très clair. Le change, on peut en avoir, donc on peut avoir des risques de devises, c'est-à-dire des investissements libellés en dollars ou en devises émergentes qu'on ne couvre pas. En revanche, on veut que ça reste un risque plus faible, en tout cas plus faible que dans d'autres fonds. Donc, intérieurement, on s'est toujours dit que ça pourrait bouger entre 0 et 20%. Aujourd'hui, on doit avoir une douzaine de pourcents, moitié dollars, moitié devises émergentes en risque devise dans le portefeuille. Ce qu'on ne veut pas, c'est que la partie devise vienne perturber la clarté et la lisibilité de la performance pour nos clients. Ce qu'on veut, c'est qu'à tout moment, un client qu'on a vu il y a 1 mois, 2 mois ou 3 mois, à qui on a expliqué le positionnement du portefeuille, en suivant l'évolution des marchés, il puisse tout à fait anticiper et comprendre la performance du fonds sans être surpris par quelque chose qui serait plus complexe. Éviter le biais de se dire Wall Street est au plus haut, je ne comprends pas que mon fonds Amérique du Nord soit pas au plus haut, sous prétexte que le dollar a fortement baissé, ce qu'on a pu voir à certaines époques. Voilà, ou même, si justement on n'avait par exemple pas d'actions américaines, mais des obligations américaines en dollars, là on n'a pas la hausse et on a uniquement la baisse de la devise, et donc ça devient compliqué parfois à intégrer. Alors dans les paris actuels, vous nous avez dit les actions japonaises, les actions émergentes et les taux émergents. On a justement quelques questions, Georges, sur les taux. Oui, avant ces taux, on a des questions vraiment sur les gros risques, avec 2 sujets qui ressortent beaucoup. D'abord, on nous parle d'un endettement exceptionnel et exponentiel. Est-ce que du coup, il n'y a pas un risque de crise systémique, donc là, des gens assez noirs, et aussi un autre risque géopolitique, de grosses crises géopolitiques. Est-ce que vous anticipez ces 2 scénarios-là? Alors, je vais commencer par la partie géopolitique. Évidemment, il y a, en fait, à tout moment, il y a des risques géopolitiques. Il y a quelques années, c'était la Libye, etc. Et donc, dans le temps, on a toujours appris ou essayé de gérer en intégrant ces risques. Donc, aujourd'hui, c'est la Corée du Nord. Enfin, il y en a différents dans le monde. Il y a différents points complexes. On les intègre. Ça participe au fait qu'on n'ait pas des expositions actions qui soient au plafond aujourd'hui. Néanmoins, ce qu'on remarque souvent, c'est que si vous regardez les grandes phases de baisse de marché des 3 dernières années, elles ne sont pas forcément sur des risques géopolitiques. Ça a été à l'été 2015, plutôt sur la dévaluation de la devise chinoise, etc. Donc souvent, la surprise des marchés ne provient pas d'un risque qui était connu ou anticipé au préalable. Et sur le surendettement, en effet, il y a globalement un niveau d'endettement plus élevé, surtout au niveau des États. Parce que si on prend l'Europe, l'endettement des ménages est resté raisonnable. Et c'est plutôt les États qui a été transféré une partie de l'endettement, notamment suite à la crise de 2009. Il est évident que si on n'a pas un peu plus de croissance ou une croissance durable et un petit peu d'inflation, à un moment donné, ça peut poser un problème. Pour le moment, les banques centrales étant extrêmement actives, c'est un dollar pour le marché, mais ça reste un sujet de fond pour les années à venir. Georges, sur les taux.
Alors, sur les taux, nous avons différentes questions. Effectivement, on nous parle à la fois d'obligations d'État, d'obligations d'entreprise. Obligations d'État, est-ce que c'est fini? Obligations d'entreprise, vous en parlez beaucoup, est-ce que c'est l'avenir? Alors, deux choses. Oui, les obligations d'État, pour nous, c'est fini. Ça doit faire 3 ans qu'on n'a plus d'obligations d'État de la zone euro dans le portefeuille. Tout d'abord parce qu'on pense que les taux sont extrêmement bas aujourd'hui, donc vous avez la certitude de faire quasiment aucune performance et une forte probabilité en plus d'avoir beaucoup de volatilité. Donc avoir de la volatilité pour quelque chose qui ne rapporte rien, ça n'a pas de sens pour nous. Les obligations d'entreprise, ça a été un excellent moteur de performance dans le fond depuis le début, en particulier sur les 3 dernières années où ça a complètement remplacé les obligations d'État ou même l'investment grade haut. Voilà, quand on parle d'obligations d'entreprise, on va jusqu'où? C'est-à-dire, on Alors est sur nous, du corporate ou on est sur du, Alors nous, on est sur sur du de haut rendement? l'entreprise, mais plutôt à haut rendement, donc de notation type double B ou single B, mais plutôt double B dans le portefeuille, qui aujourd'hui, on a fait le choix d'avoir plutôt plus de risques de crédit, mais avec des maturités assez courtes. C'est un portefeuille qui va maturer dans 2, 3, 4 ans en moyenne, et qui du coup a un rendement de l'ordre de 3% à maturité aujourd'hui. Donc sur à peu près la moitié du fonds, 50% est en obligation. Sur cette partie-là, on est à peu près à 3% de rendement pour une durée de vie moyenne de 3 ans. Donc ça nous donne déjà un peu de lisibilité sur la performance à attendre. Donc est-ce que c'est l'avenir? Je pense que ça a déjà rempli un rôle important dans les années passées, que ça conserve du potentiel, mais que le potentiel aujourd'hui est plus faible que ce qu'il n'a été. Donc c'est en tout cas, je pense, une bonne solution au jour d'aujourd'hui, même si évidemment c'est moins porteur que ce qu'on a pu avoir au cours des années précédentes. Question cash, donc il ne rapporte rien. On a commencé tout à l'heure, dans les éléments qu'on a vus, on a vu votre performance qui est bien depuis le début de l'année, parce que quand je regarde sur Club Patrimoine, sur les fonds à profil de risque 3, vous êtes dans les premiers du classement. Donc bonne performance depuis le début de l'année. On a vu tout à l'heure que l'exposition était faible. Est-ce qu'il n'y a pas un effet de on gère le compteur de l'année civile? Non, en se disant, voilà, quand on a bien attaqué, on va bien finir l'année, parce que la seule performance qui compte, c'est celle qui apparaît dans les classements en fin d'année. Juste pour compléter, on a une question, on nous dit carrément, quel déclic attendez-vous pour lâcher les chevaux? Alors, je comprends la question et je vais répondre aux deux en même temps. C'est on gère pas du tout comme ça parce que nos clients, ils investissent pas en horizon de 2 ou 3 mois aujourd'hui, ils investissent pour 3, 4, 5 ans avec nous. Donc nous, on se projette, enfin le 31 décembre, c'est une date d'arrêté, mais pour un gérant, il travaille de la même manière toute l'année. C'est la date où on se prépare au réveillon, exactement. Donc on part juste plutôt du bureau, mais sinon ça ne change pas la manière de travailler. Donc on se projette. Deuxièmement, le déclic. Pour nous, on a identifié un certain nombre d'entreprises ou de thématiques d'investissement qu'on souhaiterait renforcer aujourd'hui. C'est juste une question de point d'entrée. Donc pour nous, il faudrait qu'il y ait un petit peu de volatilité, un petit retour sur les marchés actions. Et donc au fur et à mesure qu'on trouverait des points d'entrée, on augmenterait de manière séquentielle l'exposition aux actions du fonds. Pour résumer, une certaine confiance, des interrogations sur les valorisations en Europe, ce qui fait que l'exposition est un peu plus faible. Le fait que... Oui, et puis la perception qu'on n'est pas non plus désinvesti aujourd'hui. On a quand même 25% d'actions, on est à plus de 5% de performance depuis le début de l'année, on a 50% investi en obligations d'entreprise, donc le travail il est fait, le fonds est quand même investi. La seule chose, c'est que pour prendre un peu plus de risques, on a envie d'être plus opportuniste et de dire on pense qu'on peut trouver des points d'entrée meilleurs que les niveaux de marché actuels pour investir les 20% qu'on a aujourd'hui en monétaire sur des actifs risqués, actions ou obligations d'entreprise. Et donc à l'international, les préférences, le Japon et les pays émergents. On va donc tout de suite terminer notre chat avec la troisième partie, jingle. Question de patrimoine, gestion flexible, les bons choix pour fin 2017 et après avec Stanislas de Bayancourt de Sycomore Asset Management. Dernière partie, on va parler valeur puisque la majorité de votre portefeuille est investie en titres vifs. Y a-t-il des titres ou des secteurs qui aujourd'hui vous plaisent tout particulièrement? Alors ensuite, depuis quelques années, et on est toujours aussi confiant dans la capacité à se développer et à croître du secteur de la transformation digitale, à la fois avec des grandes entreprises aujourd'hui qu'on détient en portefeuille, donc c'est un pool de valeurs qu'on a avec des entreprises comme Capgemini ou Sopra dans les grandes, et des entreprises de taille intermédiaire, des entreprises comme Devoteam ou Group Open qui se développent très vite dans les applicatifs, le cloud, enfin tous les nouveaux systèmes qui permettent aux entreprises de se digitaliser et d'offrir de nouveaux services à leurs clients, mais aussi en interne pour être pilotés. Donc ça, c'est une conviction forte, avec des taux de croissance importants et une très bonne rentabilité dans ce secteur. Donc ça, c'est très orienté société de croissance. C'est très orienté société de croissance. Ça veut dire que l'industrie traditionnelle ne vous intéresse pas? Alors pas du tout, parce qu'il y a un deuxième socle de valeur qu'on utilise et sur lequel on a souvent été investi, c'est le secteur auto.
avec à la fois des positions sur des équipementiers. On a eu beaucoup de Forestia qu'on a récemment vendu après le très bon parcours. On a encore du Michelin. Mais alors, qu'est-ce que vous avez? Parce que je regarde le rapport de gestion sur la partie. Nous avons des titres comme Renault, Peugeot, Forestia, Michelin. Déjà, vous avez combien de titres c'est des paris forts que vous faites? Alors non, souvent, il y a soit des titres dans certains secteurs où il y a un titre qui est unique, donc qui est détenu seul, mais comme je l'ai décrit pour le digital ou pour le secteur auto, on a souvent un panache de 3 ou 4 valeurs autour d'une idée. Typiquement, vous l'avez vu dans le digital, mais dans le secteur auto, c'est la même chose. Donc, on a eu Peugeot Renault, on a eu du Plasticomien, enfin plutôt sa holding Burel, et du Forestia pour le jouet, et Michelin qui, enfin, par ailleurs, a d'excellentes notes d'un point de vue de gestion responsable de l'entreprise. Donc, c'est toujours un mix, ce qui fait qu'on a des pondérations qui ne sont pas trop élevées, ce qui nous permet de bouger facilement les titres et d'être très agile dans le portefeuille, d'avoir moins de volatilité et donc une meilleure diversification, enfin, par une meilleure diversification du risque. Quelle part accorder aux petites, aux mid et aux larges? Alors, on a aujourd'hui davantage de large cap, notamment la remontée d'exposition qu'on a fait dans le fonds au mois de septembre. Elle s'est fait plutôt au travers de large cap, comme ArcelorMittal ou Total dans le secteur oil and gas et matières premières. On a également renforcé le secteur bancaire avec des banques françaises comme Société Générale ou des entreprises de services comme Sodexo. Donc là, le mouvement s'est plutôt fait sur des large caps, sur les small mid. On a conservé un certain nombre de titres qu'on avait depuis quelques années en portefeuille, mais aujourd'hui, on a, pour un certain nombre d'entre elles, atteint un niveau de valorisation qui fait qu'il y a un petit peu moins de potentiel. Merci beaucoup Stanislas de Baillencourt d'avoir été avec nous pour nous parler donc de votre gestion de Sycomore, allocation, patrimoine, à la fois sur des titres vifs avec une approche macro. Georges, un petit mot de conclusion? Oui, juste pour l'anecdote, on nous demande même si vous recrutez des stagiaires pour 2018, donc comme quoi l'entreprise plaît et attire. Merci beaucoup. Merci à vous tous. On se retrouve la semaine prochaine ou dans 15 jours, je ne sais pas. La semaine prochaine, même jour, même heure, même lieu, rien ne change. Parfait. Peut-être votre chemise? Non, je garde la même. Bon, Désormais, voilà. le concept, c'est la chemise dédiée à cette émission. Merci à vous tous. À la prochaine. Ciao.